Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Encore une fois, je vous souhaite une excellente année 2026. On est le 2 janvier. J'avais déjà souhaité une bonne année sur ma vidéo YouTube. J'avais fait une petite FAQ pour lancer la nouvelle année. Mais voilà, comme c'est le premier live de 2026, et je pense qu'on en va en avoir quelques-uns, avec encore une fois de la Ligue 1, de la Ligue des Champions, une année de Coupe du Monde. J'attends aussi avec impatience les barrages, les différents barrages, que ce soit en Europe ou barrage intercontinental en mars prochain. Donc on est reparti pour une nouvelle année de plaisir, de débat foot, d'échanges, de rigolade, de partage, de bonnes vibes, tout ça. Donc un plaisir de commencer encore une fois cette année avec vous. Hier, j'ai fait un petit tweet en disant, bah voilà, est-ce que les gens ont des prédictions foot? J'avais fait ça l'an dernier, c'était plutôt marrant à faire pour voilà un peu découvrir les tendances des gens. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé piocher dedans une quinzaine de prédictions. J'ai pas pris tout parce qu'évidemment, entre les citations, les réponses, je crois que j'ai à peu près une centaine de prédictions. Et il y en a même qui m'ont fait une liste de courses. Il y en a qui m'ont mis 6-7 prédictions, qui m'ont mis des prédits Ligue des Champions, Première Ligue, Ligue 1, Coupe du Monde. Ils ont tout mis en même temps, Ballon d'Or aussi. Donc j'ai pris plutôt des personnes qui avaient fait qu'une seule prédiction en me disant ça c'est les personnes qui sont sûres et certaines, elles ont fait qu'une prédic, qu'une take et on va aller au bout, mais évidemment on ira voir aussi les prédictions plus globales quand on aura terminé. Et puis si vous dans le chat vous en avez, n'hésitez pas, hein, si vous avez des petites takes, comme on dit, des unpopular opinions, ou si vous avez des bons pressentiments pour cette nouvelle année foot, parce qu'encore une fois, je l'ai dit, mais c'est vrai qu'on est en année de Coupe du Monde, t'as la Ligue 1 où t'as le RC Lens qui est leader devant le PSG, t'as la Première Ligue où t'as Arsenal qui est là, même si on sait que City, Aston Villa sont bien revenus, mais Arsenal a encore une petite marge. T'as la Ligue des Champions qui est assez ouverte, on se dit qu'il y a peut-être 3 équipes qui se distinguent, Arsenal, Bayern, PSG, mais tu te dis que d'ici mars-avril, il y a des équipes qui vont pouvoir monter en puissance. T'as l'Italie où t'as une course au titre qui est géniale. T'as le Bayern qui roule sur tout le monde en Bundes où tu te... Pareil, est-ce que le Ballon d'Or viendra du Bayern? Est-ce que ce sera un joueur d'une autre équipe? Et puis forcément, on a aussi la Coupe d'Afrique des Nations qui est en cours, qui s'annonce assez remarquable. Demain, le début des huitièmes de finale, avec beaucoup de belles affiches. Je pense, ouais, le RDC Algérie qui a lieu mardi prochain. Ouais, on va se mettre dessus parce que je pense qu'il va être assez... assez fantastique à voir un petit peu. J'en profite pour vous saluer sur le chat, évidemment. Merci à tous ceux qui souhaitent une bonne année. Je vous retourne le compliment. Très bonne année à tous. Le principal, la santé, mais aussi réussite, bonheur. Plein de bonnes choses pour vos équipes respectives, avec Yassou, Brandon, Maxent, Gaspard, Late, Flotonio, Karim qui vient de nous rejoindre, Ice, Laura Splinter, Pierre Dista et tous les belles personnes qui sont présentes en ce vendredi. Bah ouais, c'est vrai qu'on est un vendredi après-midi. Il y en a peut-être qui taffent en ce 2 janvier, donc petite dédicace à vous. Comme toujours, pour ceux qui ne peuvent pas rester sur le live, je mets tout en rediff sur YouTube, en podcast également. Donc on en profite aussi pour souhaiter encore une fois la bonne année à ceux qui nous écoutent hors live. Ça, c'est un vrai bon plaisir. Et oui, Big Gabil, t'as raison, l'Italie, c'est très sous-coté cette saison, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas parce qu'on est peut-être assez éloigné de la Serie A en France, notamment je pense à une question des droits télé. C'est parti sur l'équipe, cette année c'est sur DAZN. Avant c'était sur beIN, donc tu vois, beIN, t'avais et la Bundes et la Liga et la Serie A. C'était quand même un rendez-vous qui était devenu un petit peu incontournable. Tu te dis que pendant une dizaine d'années, voilà, t'avais un diffuseur assez, voilà, on va dire consistant où tu savais t'y retrouver. Là pour le coup, c'est peut-être un peu plus disparate parce que ça change souvent de diffuseur comme la Ligue 1 et il faut vraiment aimer ce championnat ou supporter une équipe type Juve, les 2000 ans, Naples, la Roma, tout ça, pour la suivre à fond. Mais c'est vrai que tu as une course au titre qui est assez géniale parce que t'as Naples, tenant du titre, qui est là, t'as les 2000 ans qui sont également présents, t'as la Juve qui a refait un petit peu de son retard, t'as la Roma qui malheureusement a du mal contre les gros mais qui a un bon rythme au-delà de ça. Donc ouais, c'est un championnat qui, depuis pas mal d'années, mais je pense depuis que la Juve a laissé tomber son hégémonie, n'a plus été championne, t'as eu une année l'Inter, t'as eu Milan, t'as eu Roll-Inter, t'as eu Naples, t'as eu Roll-Inter, t'as eu Naples, donc ouais, c'est vrai que c'est plutôt... un cycle assez vertueux et c'est très intéressant parce que tu as du suspense en haut mais aussi en bas. Tu vois la Fiorentina qui a gagné son premier match mi-décembre, qui a un bel effectif et qui pourtant se retrouve parmi les tout derniers. Est-ce que la Viola va se sauver? Est-ce que tu as des équipes surprises type Sassuolo qui peuvent accrocher l'Europe? Donc je suis d'accord avec toi, l'Italie est un championnat hyper prenant, intéressant, même d'un point de vue des joueurs on va dire français, entre Manu Koné, Marcus Thuram,
T'as Boni aussi à l'Inter, t'as du beau monde qui se développe dans cette ligue et ça fait bien plaisir. Évidemment, j'ai pas parlé du grand com, le com de Cesc Fabregas qui fait partie de ces nouveaux ambitieux et qui peut-être ça va être trop juste pour accrocher à LDC. Par contre, com en Coupe d'Europe type Europa ou conférence et qui derrière, tu vois, va réussir à faire un peu plus de mercato pour aller au bout de ses ambitions, ça peut être bien quoi. Salut également à Lapinou le boss et à Valou qui rejoignent le chat, tout comme Matoudox. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes ravis d'être présents et j'aime bien cette petite take, ça commence de Periodista qui dit mon prono en tant que supporter de Nantes en 2026, Cantari ne termine pas la saison et Derzakarian revient. Franchement, c'est peut-être la prédiction la moins risqué que j'ai vu, mais en même temps, s'ils le font vraiment, ça veut dire que t'as un gros souci. Alors, on parle aussi de Comboiré. La seule rumeur pour l'instant qui a lié Comboiré à un club de Ligue 1, c'est pas Nantes, c'était le FC Metz. Et souvenez-vous, c'est à partir du moment où Metz était vraiment dernier de Ligue 1, ils avaient fait 9 matchs, ils avaient pris que 2 nuls, je crois. Et il y a eu la rumeur Comboiré, ils ont enchaîné 3 victoires de suite. Donc, j'ai l'impression que ça a quand même réveillé quelques mentalités, quelques orgueils. Mais très clairement, je pense que ouais, ça pourrait le faire. Après, là, on va refaire aussi, je pense pas ce week-end parce que là il y a le retour de la Ligue 1, je vais me concentrer là-dessus, mais je pense mardi prochain il y aura un premier récap mercato parce que c'est vrai qu'on est sur un mercato hivernal qui se lance, on a déjà quelques mouvements en Ligue 1, on a notamment Cabella qui a signé à Nantes, on a Wai qui a rejoint Nice, on va en avoir d'autres je pense, mais faire un petit tour, ouais, Aboukhl aussi, Aboukhl qui arrive à Nantes, c'est un beau renfort, du coup quand t'arrives, tu vois, il y a quand même pas mal de beau monde qui arrive, et tu te rends compte que, enfin, c'est terrible pour Luis Castro, parce qu'il a dû faire une première partie de saison sans avoir tous les moyens à disposition. Quand Tari il arrive, il prend un 4-1 contre Angers, bon il se qualifie en Coupe de France, mais derrière tu lui donnes vraiment un effectif avec un peu plus d'ossature, avec Machado, Cabella, Borral, enfin même Ganago, comme j'ai vu aussi passer la rumeur, ça parlait aussi de Sotoka, donc c'est assez chaud pour Castro, qui a rebondi, je sais pas si vous êtes passé à côté de cette information, moi aussi je l'ai vu voilà comme ça en faisant mes petites recherches, Luis Castro est devenu le nouveau coach de Levante, alors très content pour lui, parce que bah, je trouve ça bien qu'il puisse rebondir. Curieux de le voir dans un autre championnat, type Liga, avec un promu. On sait qu'il y a quelques joueurs qui sont en train de se révéler, comme Eta Young, qui est avec le Cameroun à la CAN. Mais c'est une frustration pour moi, parce que Castro, je voulais le voir en Ligue 1 sur plusieurs années. Et je me disais que c'est un coach qui est quand même assez moderne, novateur, et qui peut-être aura son aventure un peu plus tard. Mais là, c'est un peu trop tôt le fait qu'il fasse que 5 mois en Ligue 1, qu'il se fasse tège. Mais tant mieux pour lui, je suis très content. Donc c'est une bonne nouvelle qu'il puisse rebondir, quoi. Rumeur transfert à la GIA, Romain Fèvre, Terem Moffi, retour de Djouba les Perrin, t'en penses quoi? Alors justement, une des prédictions concerne la JOCR, donc on va garder ça pour la GIA. Comme je vous le dis, j'ai fonctionné très simplement, je suis allé dans mes réponses, dans mes citations, et j'ai pris une quinzaine de prédictions. Ça parle de tout, ça parle de révélation, ça parle de Coupe du Monde, ça parle de Ligue des Champions, ça parle de Ligue 1, ça parle de transfert également, un peu de championnat étranger. J'essaie de mélanger, il y a beaucoup de prédictions, enfin beaucoup, il y en a quoi, 4-5 qui je pense concernent la Coupe du Monde, parce que c'est vrai que c'est une année où on va petit à petit rentrer dans cette atmosphère de mondial avec la Coupe du Monde organisée en Amérique du Nord, États-Unis, Canada et Mexique. J'aime bien, première prédiction, Nice invaincu en Europe. Alors, on rappelle que les derniers adversaires de Nice qui est déjà éliminé, c'est Ludo Goretz et les Go Ahead Eagles. Faut voir si ces équipes ont pourquoi pas encore un enjeu sur les dernières journées d'Europa. Est-ce que Claude Puel, qui est quand même attaché aux séries et qui n'a pas envie que ça se termine dans le fiasco total, même si c'est déjà un échec monumental, je me dis que Claude Puel, si ça perd encore en Europa, enfin après Claude Puel qui revient à Nice, mais pour remonter les bretelles, je pense que ça peut passer aussi par un petit peu de sursaut, mais on sait qu'il y a aussi la Coupe de France pour Nice, donc peut-être un objectif parallèle. Je pense que le principal, ça va être d'obtenir le maintien. Nice a quoi, à 5 points d'avance, je crois, sur le barragiste. Je pense qu'ils vont faire déjà le tri dans leur effectif,
Boga et Mofi vont partir. T'as du renfort avec Wai. Je pense que tu auras 3-4 joueurs. Je pense que tu vas avoir du renfort en défense. Ça va le faire, ouais. Et Nice-Strasbourg ce week-end. Et c'est vrai que j'ai pas eu de prédiction Strasbourg, mais peut-être on réussira à faire un lien par rapport à une autre prédiction. Mais attention, parce que Rossellor, il a été interrogé en conférence de presse sur ce fameux départ possible à Chelsea en mode l'équipe B, elle sert pas qu'à former ou à être une pouponnière de joueurs, mais aussi pourquoi pas une pépinière de coach. Et Rossellor a dit on sait pas de quoi demain sera fait. Donc très clairement, c'est le genre de déclaration où tu dis que bon bah s'il y a un poste à Chelsea, et après si on met de côté l'aspect multipropriété, tu peux être coach de Chelsea une fois dans ta vie, bien sûr que ça se refuse pas, mais quand tu sais tout ce qu'il y a autour, c'est vrai que pour les supporters strasbourgeois, qui s'étaient plaints forcément de ce truc de multipropriété, des méga capitaines qui est prêté à Chelsea, qui est prêté par Chelsea, là ce sera un truc supplémentaire parce que le truc de multipropriété où tu as des joueurs qui sont dans des vases communicants ou t'en prêtes à droite à gauche, pourquoi pas, mais un coach, je trouve ça, c'est vraiment l'étape supérieure parce que le coach c'est le personnage central. Il y a le président évidemment, il y a le directeur sportif, mais le coach c'est vraiment un des rouages essentiels, et le fait qu'un coach puisse être comme ça aussi vacant, je trouve ça assez dingue, quoi. Salut Matelot, j'espère que tu vas bien, le boss. Salut Simani, j'espère que tu vas bien. Tu as déjà parlé, t'en penses quoi la récompense de Pogba? Ah, le comeback of the year. Bah déjà, première chose, je découvre qu'il y a encore des trophées qui sont remis comme ça, enfin des trophées jusqu'au bout. Il y en a partout. T'as du Golden Boy, t'as du Ballon d'Or, t'as du prix FIFA, t'as le prix The Best, t'as le prix qui est créé par Jorge Mendes. Et c'est vrai que c'est un peu grossier parce que tu te rends compte que en termes de comeback, peut-être que Bentaleb, peut-être qu'Udol avec son histoire des croisés, mais faut le prendre tel qu'il est, un événement people, et du coup oui, c'est une cérémonie où malheureusement j'aimerais beaucoup qu'on récompense Bentaleb parce que ça c'est une histoire dingue. En plus il marque un but décisif dans la course à l'Europe, mais est-ce que ces gars-là ils connaissent Bentaleb, est-ce qu'ils connaissent Udol? Je suis même pas sûr. Donc ouais, comme tu le dis Karim, des fois il y a des trophées qui sont créés et bien sûr ça fait parler parce que tout ça, mais en vrai on devrait même pas calculer, et le principal c'est le terrain, et pour Udol et Bentaleb la récompense elle est là. Écoutez les boss, je vous propose qu'on commence tranquillement à aller voir ces petites prédictions, et de mémoire la première, je trouve que c'est à la fois la plus osée, mais en même temps il y a un monde où ça se passe parce que c'est un joueur qui est en pleine émergence. C'est Guillaume 8 qui nous dit Mbaye dans le top 30 du Ballon d'Or. Alors là les gars, franchement, j'ai vu cette take et j'étais là en mode trop tôt peut-être, mais en même temps, t'es joueur du Paris Saint-Germain et du Sénégal. Si il gagne la CAN en étant encore une fois un acteur majeur du titre des Lions de la Teranga, pourquoi pas. Il y a le Sénégal qui sera à la Coupe du Monde, t'as le PSG. Je peux comprendre elle est trop tôt, mais en même temps, je me dis, il y a un monde où ce gamin-là, qui est quand même pleinement lancé par Luis Enrique, on oublie que Mbaye, il a que 17 ans, c'est un 2008, et si il continue son ascension comme ça, c'est vrai que depuis un mois et demi, j'ai l'impression qu'il a quand même enclenché la vitesse supérieure. Maintenant, il faudrait être plus qu'un super sub et pouvoir être aussi un titulaire avec des stats, avec des performances régulières fiables. Je pense qu'il a le niveau pour l'atteindre. Est-ce que ce sera en 2026? Est-ce que ce sera peut-être plutôt en 2027-2028? Mais c'est vrai que quand je disais, je trouvais que la take, elle était assez osée et elle me plaisait beaucoup. Je trouvais que c'était bien de commencer par ça. Hop, je vous la pose vous. Pour voir, je peux comprendre, moi aussi je pense que ce sera peut-être un peu trop juste, surtout que en année de Coupe du Monde, si le Sénégal va au bout, il y a un monde où vraiment il y est si c'est un acteur majeur, et si le PSG reprend une LDC. Mais tu vois, si par exemple on peut imaginer que l'Espagne prend la Coupe du Monde, tu peux te dire qu'il y aura pas mal de places qui seront prises. T'auras du Pedri, t'auras du Yamal, t'auras peut-être du Nico Williams, tu auras du Fabian Ruiz, du Rodri, pourquoi pas du Merino, du Oyarzabal, du Cucurella, du Unai Simon, et c'est pareil pour l'équipe de France, pour l'Angleterre, pour l'Argentine. C'est pas que j'ai peur, parce que c'est pas le terme juste, d'avoir la crainte, mais à mon avis, l'équipe qui prendra la Coupe du Monde, c'est un peu comme le PSG, s'ils marquent les esprits, il y a moyen qu'ils envoient déjà 8-9 joueurs, et que derrière,
certains se partagent des miettes et du coup, il faudrait que le Sénégal fasse un parcours dingue, qui gagne déjà la CAN, que le PSG. Je me dis que cette tech, elle peut être s'entendre dans quelques années. Là, pour le coup, il faudrait vraiment que toutes les planètes soient alignées. Et là, ce sera un gros, gros concours de circonstances. Mais c'est un jeune joueur qui est en pleine ascension, on peut le noter. J'aime beaucoup sa phase de groupe à la CAN. Ses entrées sont convaincantes. Avec le PSG, on comprend pourquoi Luis Enrique lui a fait confiance et n'a pas hésité à continuer à lui donner du temps de jeu, quand bien même je voyais certains supporters parisiens dire non mais Mbaye je lui trouve rien, qu'est-ce qui se passe. Oui, mais encore une fois, nous on n'est pas aux entraînements, on n'est pas dans la tête de Luis Enrique, et c'est un coach qui je pense a gagné la crédibilité pour se permettre de donner un peu plus de continuité à ce type de jeunes joueurs. Mais c'est vrai, voilà, c'est la première prédiction. Quand je l'ai vu passer, je me suis dit waouh. Et en même temps, c'est un gros risque, mais qui sait, on sait qu'il y a des ascensions des fois dans le foot qu'on ne pouvait pas forcément prévoir. Alors l'an dernier, Désiré Doué, à la même période, il avait déjà fait un beau mois de décembre, donc ça commençait, tu vois, un petit peu à grandir. Mais Désiré Doué, qui en arrive là en 2025 avec sa finale de Ligue des Champions, le Golden Boy, tout ça. Donc des fois, il y a des jeunes joueurs qui partent peut-être un peu plus loin. Mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Bon, pour vous, c'est quand même un non à 93%, et je peux tout à fait l'entendre. Prochaine prédiction, on va rentrer dans les prédictions Coupe du Monde. As Griezmann comeback in équipe de France, un compte qui évidemment désire revoir le retour d'Antoine Griezmann. L'an dernier, la prédiction, c'était Paul Pogba. Paul Pogba reviendra en équipe de France. Là, pour le coup, ça me paraît trop juste par rapport à une condition physique. Griezmann enchaîne plus avec l'Atlético, reste décisif. J'ai l'impression que le fait d'avoir, entre guillemets, abandonné la sélection lui profite bien, parce que c'est un joueur qui réussit du coup à être performant, que ce soit en titulaire, en super sub. Le truc, c'est qu'il n'y a pas du tout de communication, que des deux côtés, que ce soit Deschamps, Griezmann, j'ai l'impression que personne n'a tendu la main, et qu'en équipe de France, c'est pas le poste où il y a le plus d'urgence, parce que si tu fais notre ligne offensive, à ce poste de numéro 10, tu peux avoir Cherki, tu peux avoir Doué, tu peux avoir Olysée, et sur les côtés, même si Griezmann ailier, ça aurait pas forcément de sens. Moi, je me dis que t'as quand même du beau monde. T'as des jeunes joueurs qui sont en pleine ascension. T'as Barcola, t'as Ekitike, t'as peut-être Mateta qui est un peu plus âgé dans un autre registre de neuf. T'as des essentiels en mode Mbappé et Dembélé. Moi, vous connaissez mon avis là-dessus. J'avais envie d'y croire en septembre 2024 quand il avait pris sa retraite internationale, parce que je trouvais ça un peu soudain, et surtout il prend sa retraite après un match de Ligue des Nations de phase de groupe contre l'Italie et l'Allemagne. Je pense que le déclassement durant l'Euro, le fait d'avoir été baladé à plusieurs postes, après bon, bah il y avait peut-être une relation qui s'est éternelle avec le sélectionneur, lui-même en termes de performance c'était pas ça, mais je trouvais que le timing pour un joueur qui a tellement apporté à l'équipe de France, qui a été vraiment le mec emblématique de l'ère Deschamps, je trouvais ça vraiment soudain. Et pour moi, ça pouvait pas se terminer comme ça, par un petit tour d'honneur au Parc des Princes à moitié vide après une défaite contre l'Italie 3-1. Je comprenais pas. Et finalement, plus le temps passe, peut-être que ça pourrait se terminer comme ça. Alors comme tu le dis, Steph, Griezmann a joué 8 lors de la dernière Coupe du Monde, il a été incroyable, on a besoin de monde au milieu. C'est peut-être le seul espoir, c'est peut-être revoir un Griezmann en mode 4-3-3, avec voilà, une association, peut-être Rabiot, Tchouaméni, Manu Koné. On sait qu'il a rappelé N'Golo Kanté après une petite année d'absence. Est-ce que Griezmann, pour lui finalement, le fait de ne pas avoir été nommé capitaine de l'EDF après la retraite de Lloris, et que ce soit revenu à Mbappé, c'est aussi quelque chose qu'il n'a jamais digéré. C'est beaucoup de questions qui restent en suspens. Moi, pour moi, c'est terminé à 95%. Je laisse une petite porte entrouverte, parce que il y a des comebacks dans le foot auxquels on s'attend pas, et des fois, bah, il peut se passer des choses. On se dit qu'en mars prochain, s'il est rappelé pour la mini-tournée aux US, je serais pas non plus en mode... Enfin, je serais hyper content, hyper surpris, mais comme je vous le dis, je me dis qu'il y a peut-être une petite possibilité, mais à l'instant présent, je vous avoue que je pense que l'histoire de Grisou, malheureusement, avec l'EDF, c'est terminé. Il y a peut-être d'autres périodes où il aurait pu revenir parce qu'il y avait un besoin fou, mais quand tu dis que le secteur offensif est bien fourni, qu'au milieu de terrain, à choisir, je préférais presque prendre plus un Bouba Camara pour l'équilibre qu'un Griezmann, parce que je considère que pour cette Coupe du Monde, on va sans doute plus évoluer dans un 4-2-3-1. Après, je sens quand même la formule où Deschamps met Rabiot à gauche, et on va être sur une équipe un peu comme le format 2018 avec Matuidi côté gauche. Ça pourrait être ça quoi.
C'est mort vraiment IMO. Pour moi, un point de non-retour a été atteint avec le fait que Deden lui ait pas donné brassard. Ouais, je pense que personnellement, et ça l'a, je vais pas dire brisé, mais ça lui a fait du mal. Et derrière, tout ce qui s'est passé, l'euro, tout ça, ça a été vraiment compliqué, quoi. Salut Scipion, t'en penses quoi du futur maillot vert de l'EDF? Ah, malheureusement, j'ai vu passer la teinte verte mentholée en hommage à la Statue de la Liberté. Bon, Nike, ils doivent se rattraper par rapport à Adidas. Ils tentent le tout pour le tout. Même le domicile avec cet effet un peu cuivré, je suis pas forcément convaincu, quoi. Donc, j'attends de voir les images réelles et surtout portées, et même en physique, en boutique. Mais voilà, les bleus en vert, ça m'inspire rien de grandiose, quoi. Après, voilà, il y a quand même eu des belles tenues sous Nike, hein, je vais pas tout jeter, mais là, c'est vrai que d'un point de vue marketing, on bascule vers quelque chose d'assez soudain, quoi. Mais on manque d'expérience de fou, notamment en attaque. Doué, Cherki, c'est pas des tauliers, ça nous manquera l'été prochain. Ah, t'as quand même Mbappé qui a 27 ans, t'as Dembélé qui en a 27-28. On a quand même des joueurs d'expérience, on n'a pas de trentenaire. Peut-être que tu auras un tonton type Tovin pour encadrer tout ça, mais je peux comprendre l'histoire de l'expérience, mais on a quand même, tu vois, pas mal de joueurs à chaque ligne qui en ont accumulé, qui ont peut-être commencé jeunes, mais qui ont déjà, tu vois, 200 matchs en pro, donc type Saliba par exemple. Donc je serais pas fondamentalement inquiet sur l'histoire de l'expérience dans le vestiaire. Je pense que on a un bon équilibre de ce point de vue-là. On continue avec les prédictions Coupe du Monde. Et ça, c'est une prédiction de Jimmy. Une nouvelle nation remportera la Coupe du Monde. Ça, c'est pas mal. Parce qu'évidemment, les amis, Coupe du Monde à 48, donc peut-être plus de possibilités. Est-ce que ce sera le Portugal? Est-ce que ce sera les Pays-Bas? J'ai vu pas mal passer les Pays-Bas. Le Maroc, le Sénégal, pourquoi pas aussi le Japon ou Curaçao, qui sait, hein, on peut pas mettre ça de côté, ou un des pays organisateurs, États-Unis, Mexique, Canada. Je trouve que c'est une bonne prédiction parce que tu as des chances. À cet instant présent, mes favoris, vous le savez, je pense que vous m'écoutez souvent en live, c'est Argentine et Espagne. Je pense que ce sont les deux équipes qui ont le plus de chances d'aller au bout. On sait qu'il y a un classement aussi protégé pour les 4 premiers au classement FIFA. Donc l'Angleterre et la France, si toutes ces équipes, avec l'Espagne et l'Argentine, terminent première de leur groupe, ça pourrait être, pourquoi pas, un tableau préservé et pourrait se rencontrer qu'en demi-finale. Donc tu vois, ça peut quand même avoir son importance. Mais le Portugal, qui a quand même une génération folle, le petit bémol, comme d'habitude, c'est Roberto Martinez. Les Pays-Bas, qui ont une très très belle équipe, peut-être le petit bémol, même si c'est vrai que c'est le meilleur buteur, c'est Memphis Depay, parce qu'en grand tournoi international, ça n'a jamais été trop ça. Et pour moi, pour gagner ce type de compétition, il te faut quand même un gros neuf. Et peut-être qu'ils vont plus avoir de force collective, parce qu'ils sont un milieu de terrain de Jong, Gravenberch, Reinders, qui est incroyable. La ligne défensive avec Timber, Van Dijk, De Ligt, Van de Ven, Dumfries, Frimpong, Ake, elle envoie du lourd. Donc c'est vrai que cette équipe néerlandaise, elle me chauffe bien. Comme tu le dis, Oji, hein, peut-être que la Suisse et la Turquie, alors la Turquie doit déjà passer par les barrages, mais la Suisse, qui est une équipe qui ne cesse de progresser, qui a un très bon collectif, qui a des joueurs, comment peut-on le dire, des tauliers à chaque ligne. Même si Sommer a quitté la sélection, t'as quand même Kobel. T'as Chaka qui est très très bon avec Sunderland. T'as pas mal de joueurs idéaux pour le collectif. Donc la Suisse, tu vois, ça fait partie de mes petits outsiders. Shaqiri pour la dernière. Je crois que Shaqiri, il a arrêté, non? Je sais plus. Je crois qu'il a pris sa retraite internationale. Mais ce qui est sûr, c'est que le Shaq, en termes de compilation, avec tous ses retournés, ses frappes de loin, il envoie du lourd. Le Maroc gagnera la Coupe du Monde. J'ai la vision avec le double pivot El Ainaoui Bouadi. Ah ouais, c'est très costaud. Et tu mets Unai dans la même ligne. En vrai, c'est pour ça que dans cette Coupe du Monde, ça pourrait être assez ouvert. Dans quel état physique seront la plupart des joueurs? Quelle incidence avec la chaleur sur place, avec certains déplacements qui pourraient être assez conséquents. Est-ce que le parcours du Maroc en 2022 va en inspirer d'autres? Moi, je vous le dis à cet instant présent, je vois l'Espagne et l'Argentine au-dessus du lot, mais on sait que la Coupe du Monde, c'est une compétition où ça peut très très vite aller dans les deux sens. Et que le Portugal a quand même des joueurs, c'est quand même un effectif de fou, peut-être sur le papier le meilleur individuellement, même si tu vois la France, l'Angleterre aussi à chaque fois ça envoie quelque chose.
Est-ce qu'il y a une sélection type sud-américaine comme la Colombie, l'Uruguay ou l'Équateur? L'Équateur, attention à l'Équateur avec sa très grosse défense, ça pourrait être aussi quelque chose. Ouais, après, c'est vrai qu'on n'a pas parlé encore du Brésil sous Carlo Ancelotti, un peu les revenants, parce que le Brésil, ça fait depuis 2002 qu'ils n'ont pas gagné, et sinon, ça fait quart 2006, quart 2010, demi-finale 2014, quart 2018 contre la Belgique et quart 2022. Donc pourquoi pas voir le Brésil revenir. Bon, l'Italie, on part de plus loin. Mais non, c'est vrai que pour le coup, une équipe comme un pays hôte, est-ce que les États-Unis, tu vois, avec un Pulisic, je sais pas trop ce que ça pourrait donner. J'ai du mal à y croire pour les pays qui vont accueillir la Coupe du Monde, mais la take Portugal, Pays-Bas ou sélection africaine, j'ai envie de l'entendre. Et comme d'habitude, j'ai envie de voir le Japon parce que t'as toujours ce beau réservoir, mais le Japon, eux, leur plafond de verre, c'est vraiment les huitièmes de finale. Ça fait je ne sais combien de Coupes du Monde qui s'arrêtent là, et je pense qu'ils ont le niveau pour être un quart de finaliste. Et là, ça me manque encore un petit peu, quoi. L'Algérie de l'immense Vladoš Petkovic. Bah, on peut le souhaiter, hein. On peut le souhaiter, ce serait assez fort, hein. Le Brésil de l'Afrique, mon Scipion. Ah bah, le Maroc, hein, évidemment. Mais c'est vrai que les Pays-Bas, quelqu'un a dit, je vois ça un peu comme c'est surcoté. C'est un peu comme l'Angleterre, malheureusement, une sorte de malédiction par rapport à l'effectif, les noms, la réputation. Dès que t'en attends trop, ils te déçoivent. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit bémol sur les Pays-Bas et je vous ai ciblé ça, même le gardien Verbruggen, parce que c'est beaucoup de responsabilité d'être gardien titulaire à un mondial quand tu restes un jeune joueur. J'ai envie de voir. J'ai envie de voir si les Pays-Bas vont. En plus, ils ont un beau groupe, hein, parce qu'ils ont un barragiste européen de mémoire et ils ont Japon et Tunisie. Franchement, ça va être très sympa le groupe des Néerlandais. On continue avec cette prédiction de Win qui nous dit Pedri élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. Pourquoi j'ai pris cette prédiction? Déjà, elle me plaît bien parce qu'on aime tous Pedri ici, je pense. Hein. Mais est-ce que ça va pas plutôt revenir à un mec meilleur buteur? Parce qu'il y en a qui vont pouvoir enchaîner les buts. On peut penser aux trois monstres, Kane, Haaland, Mbappé. Après, l'Espagne, s'ils vont au bout et que tu as un Pedri qui est très très bon, Pedri, il y a eu cet Euro 2021 où il était jeune et c'était vraiment un truc fantastique. Bon, il est de 2002, donc ça reste un jeune joueur. T'as eu la Coupe du Monde au Qatar où ça s'est arrêté assez tôt en huitième contre le Maroc. Et t'as eu l'Euro 2024 où il est dans l'équipe qui gagne le tournoi. Mais souvenez-vous, ça s'arrête en quart avec la blessure et la béquille de Toni Kroos qu'il a savaté. Donc Pedri, j'ai pas envie de dire qu'il a une revanche à prendre avec la sélection, mais être omniprésent, être un titulaire, un rouage essentiel jusqu'au bout, ça peut encore lui manquer. Et ce qui est sûr, c'est que si l'Espagne va au bout dans une Coupe du Monde, alors on a vu que sans lui, ils ont pu gagner demi, même le reste du quart et la finale. Mais avoir un Pedri à 100%, c'est quand même un joueur qui peut réussir à te faire de sacrées choses. Ce qui est bien avec cette équipe espagnole, c'est qu'il y a tellement de joueurs où tu te dis que ça peut être lui, l'homme du tournoi. Yamal encore une fois, Merino qui est sur un rythme de fou, Rodri qui a fait une entrée contre Sunderland hier où je me dis que ça reste Rodri, ça reste un ballon d'or. T'as également Fabien Ruiz, t'as Cucurella, t'as tellement de beau monde à chaque fois dans cette équipe espagnole, c'est fou dès qu'on cite tous les joueurs. Mais c'est vrai que cette take, si tu la prends comme ça veut dire que l'Espagne va au bout et que peut-être certains monstres sacrés des numéros 9 ne s'arrêtent assez tôt ou ne marquent pas assez. Donc pareil, il y a un petit alignement des planètes, mais le meilleur joueur de la sélection, ça peut... Ouais, c'est vrai qu'il y a Olmo aussi. Olmo, j'ai oublié. Olmo parce que ces derniers mois avec le Barça sont moins impactants, mais Olmo version Espagne, c'est toujours un sacré joueur. Donc ça peut être clairement un candidat. Et sinon, ouais, pareil, tu prends l'Argentine, t'auras Messi. Si Messi fait encore un tournoi de fou à son âge, il sera parmi les candidats. Et même derrière, je pense au Ballon d'Or, parce qu'il ne faut pas le mettre de côté. L'aura du mec, t'as Alvarez qui est très bien, t'as Lautaro, t'as toujours les chiens de garde, Paredes, De Paul, McAllister, derrière t'as Romero, t'as Dibu Martinez. Donc c'est vrai que quand t'as ce gros collectif, peut-être que t'as pas l'individualité suprême, mais t'en as un qui peut compenser pour tous les autres. J'ai parlé de Ballon d'Or, alors évidemment on pouvait pas passer à côté. Vous prenez qui vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Là c'est la mini Nord qui nous dit Haaland prend le Ballon d'Or. Peut-être que c'est une année où Haaland va pouvoir aller au bout, parce qu'évidemment
d'un point de vue statistique, il est là, avec Kane et Mbappé. Pour la première fois, il a qualifié, enfin, pas tout seul, mais il fait partie de l'équipe qui a permis à la Norvège de retrouver un grand tournoi international pour la première fois depuis 2000 et pour la première fois en 98 avec la Coupe du Monde. Alors, j'y crois pas avec le mondial. C'est vrai que la Norvège n'aura peut-être pas la chance d'aller au bout comme d'autres ou d'être l'équipe inédite qui remporte pour la première fois la Coupe du Monde. Mais si, tu vois, il emmène la Norvège jusqu'en quart et il marque 6-7 buts, après, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut pas mal de facteurs, il faut qu'il passe au vert pas mal de choses. City, vainqueur de la PL, t'as Arsenal qui est devant, mais voilà, il faudrait quand même qu'il puisse remporter un titre majeur. Est-ce que ce sera ça ou la LDC? C'est un gros parcours avec la Norvège, minimum quart pour moi. Et tu as également, d'un point de vue statistique, moi, je pense qu'il est déjà très très bien lancé cette saison, parce que comme le rappelle Karim, 16 buts en 8 matchs de qualif, c'est quand même assez saisissant. LDC, PL, il est là. Il peut encore faire mieux. Après, c'est être hyper tatillon de demander à Haaland d'être comme ça un peu perfectionniste. Mais je me dis que c'est une année où peut-être qu'avec enfin la présence de la Norvège dans une telle compétition, ça va lui permettre d'avoir un peu plus de chance. Est-ce que ça va être suffisant? Je ne sais pas, mais ça pourrait être une belle possibilité de le voir voilà, prendre ce BO. Enfin, c'est vrai que le fameux duo post-Messi-Cristiano qu'on imaginait être capable d'en prendre plusieurs, Haaland et Mbappé pour l'instant n'en ont pas pris. Des fois, ça n'a pas été suffisant pour le choper, malgré une farandole de buts. Il a manqué peut-être des fois des trophées, il a manqué 2-3 petits détails où tu étais dans une année de Coupe du Monde. C'était le cas pour le Messi. Haaland et ça peut être ça peut avoir son incidence, mais là comme je vous le dis, Haaland il a un peu plus de possibilités d'aller au bout parce qu'il est dans une équipe qui tourne mieux. T'es dans une Norvège qui va enfin aller en Coupe du Monde, et même si la Norvège, attention, parce que ça peut s'arrêter assez tôt, hein, parce que déjà ils sont dans le groupe de la mort, il faudra voir s'ils parviennent à en sortir, parce qu'on rappelle que tu as 12 groupes, donc tu as les deux premiers qui se qualifient, tu as pas mal de meilleurs troisièmes, mais est-ce que ça va pas se partager les points? Après, si la Norvège, tu vois, ils tapent la dernière équipe barragiste, peut-être qu'ils font nul contre le Sénégal ou la France, c'est un calcul. On va recommencer à le faire. Bah, Ninor, t'arrives au très bon moment. Chapeau à toi pour le timing. Mais ouais, je peux. Moi, à cet instant présent, j'arrive pas. Enfin, c'est pas que j'arrive pas, mais je me dis qu'il y a encore tellement de choses qui doivent être décernées. Les championnats nationaux, la Ligue des Champions. T'as évidemment cette Coupe du Monde. Coupe du Monde où je pense que ça va être vraiment le facteur peut-être décisif pour attribuer le BO. Mais ouais, il y en a qui statistiquement ont quand même envoyé du lourd, hein, faut le dire. Hein. Et d'ailleurs, on continue, je crois, sur une prédiction Ballon d'Or avec l'ami Dr Joking qui nous dit un joueur d'Arsenal sera dans le débat Ballon d'Or. C'est un peu la même question que Pedri, meilleur joueur de la Coupe du Monde. T'es dans un gros collectif, donc pour moi, il faut qu'Arsenal prenne la PL, aille minimum en demi-finale de LDC, et que tu aies un de ses membres qui fasse une grosse Coupe du Monde. Dans les faits, c'est tout à fait possible. Quand tu vois le niveau de Declan Rice cette saison, tu peux penser aussi à Gabriel, pourquoi pas. Est-ce que Odegaard va pouvoir faire mieux? Et c'est vrai qu'il a fait un gros match contre Aston Villa, mais est-ce qu'il va pouvoir poursuivre sur cette lancée? On peut imaginer aussi Saka. Est-ce qu'un Zubimendi, est-ce qu'un Merino? Après, ce serait partir de très très loin, je l'imagine. Mais c'est vrai que peut-être statistiquement, ça va pas parler à grand monde, mais on ne sait jamais. Hein. Enfin, s'il y a un Declan Rice qui continue comme ça à être un joueur aussi rayonnant, capable de tout faire, avec en plus les coups de pied arrêtés. Là, pareil, c'est toujours cette même interrogation, à quel point la Coupe du Monde va avoir son incidence pour ces joueurs-là. C'est dommage parce que Arsenal, ils font tellement de belles choses. C'est une équipe qui est assez épatante. Et j'aime bien le fait qu'ils soient relevés comme ça de la déception. Un petit peu, voilà, le nul à Chelsea alors que tu étais en supériorité numérique. La défaite à la dernière minute contre Aston Villa. Mais comme tu le dis, Ninor, Rodri l'a eu, donc pourquoi pas Rice. Il faut plusieurs titres emblématiques. PL pour commencer. De toute façon, il faut partir du principe qu'Arsenal va enfin réussir à choper ce titre qui lui fait défaut depuis tant d'années. Et quand on parle de titre,
même si c'est très bien les Carabao Cup, les Community Shield, les FA Cup, c'est pas du tout ça. Mais on sait que ce qui compte le plus, c'est les monuments PL et LDC. Et tu te dis que si c'est pas là, c'est pas que c'est jamais, mais bon, ils ont quand même une petite distance par rapport à leurs rivaux. Ils ont de la marge, ils ont du banc, ils vont avoir des retours de blessés. Moi, j'avoue que le match contre Aston Villa, il m'a vraiment impressionné, surtout le message envoyé en seconde période où j'ai vu un Capier excellent, Trossard. C'est ça qui me plaît avec cet Arsenal-là, et c'est presque, je vais pas dire regrettable, mais le débat Ballon d'Or pour cette équipe, c'est pas qu'il est antinomique, mais quand tu as un tel collectif et que ça peut venir à la fois des 11 joueurs de départ, mais aussi du banc, un mec comme Trossard, qui peut-être sur le coup aurait pu être le 5e, 6e homme, un joueur qui aurait dû se contenter de quelques entrées en jeu, de faire de la rotation, cette saison, Trossard, c'est peut-être le meilleur joueur offensivement d'Arsenal. Et c'est ça qui est fou, c'est que tout le monde peut réussir à tirer la couverture vers soi. Donc peut-être que pour un ballon d'or, tu n'auras pas ce joueur qui va te faire 30 buts, 25 passes D. Bon, c'est vrai que là, j'affiche la photo, t'as Zubimendi qui fait partie de ces très bons rouages. T'as Gyökeres qui nous déçoit. Je vois ta question, Mani. C'est vrai que Gyökeres, c'est le seul point noir vraiment de la saison d'Arsenal. Après, bon, s'il marque 2-3 buts décisifs, pourquoi pas en LDC ou en PL, ça pourrait atténuer la déception pour le moment. Devant Martinelli, ouais, franchement, je mets trop ça parce que Martinelli, il y a eu ce but contre City. Il y a eu un réveil un peu plus récent, mais sinon je trouve que sur la globalité, Trossard a vraiment beaucoup de matchs qui sont des 8 sur 10 où il a vraiment fait parler la poudre, donc je le mets comme ça quoi. João Neves ou Vitinha ont plus de chances si le PSG conserve le titre. Pourquoi pas? C'est vrai que j'ai pas vu forcément une prédiction passer sous mon tweet, PSG, Vitinha, tout ça. Mais oui, encore une fois, hein, si le PSG va de nouveau au bout, Vitinha qui est vraiment en train de mettre tout le monde d'accord, ça fait un petit moment d'ailleurs, hein, et il y a cette Coupe du Monde avec le Portugal. Pourquoi pas le voir convaincre pas mal de personnes. On va enchaîner maintenant, c'est la prédiction. Ah, on est en période de Cannes, donc ça va être encore une prédiction individuelle. Amad Diallo, Ballon d'Or africain. Bon, je pense que vous pouvez le voir au drapeau de notre ami Barba Papa. Évidemment, c'est un Ivoirien fier et convaincu. Amad Diallo qui a fait une superbe phase de groupe. Pareil, tout va dépendre du parcours de la Côte d'Ivoire qui affronte le Burkina Faso de mémoire en huitième de finale. Déjà, c'est pas simple. Va falloir aller au bout. Faut que la Côte d'Ivoire fasse un beau parcours à la Coupe du Monde. On rappelle leur groupe, Allemagne, Équateur, Curaçao. Et tu as également cette question du chemin d'Amad Diallo avec son club, qui est Manchester United. Moi, j'ai adoré, on va dire, cette révélation Amad Diallo la saison passée. Je trouvais que c'était un joueur, notamment le doublé contre City, où c'était vraiment un peu, tu sais, l'aspect Wonder Kid, le gamin qui te marque. Tu sais que c'est un gros talent, qui a déjà fait des prêts du côté de Sunderland de mémoire. Mais pour le coup, c'est vraiment le match qui, pour moi, ça a symbolisé un déclic. Et là, je trouve qu'il y a des belles choses, mais il peut encore faire mieux, parce que c'est un joueur un peu spectaculaire, qui est des fois aligné en tant que piston, des fois en tant qu'ailier droit, donc peut-être lui trouver ce poste un peu plus haut. J'aimerais qu'il s'installe vraiment dans ce trio offensif, mais en tout cas avec la Côte d'Ivoire, il fait partie d'une équipe où tu as tellement de jeunes talents qui sont hyper intéressants à voir. Yann Diomandé, Christina Ouley ou Bazoumana Touré, qui a fait très très fort tous sur la phase de groupe. Ça peut être quelque chose, mais Amad Diallo, il y a cet aspect, comme je vous le dis, décisif, jeune, il évolue dans un club qui aspire à retrouver la LDC. Ce qui est ouf, c'est que franchement, le Ballon d'Or africain cette année, je le trouve assez ouvert. Déjà parce que tu as la CAN qui va avoir sa part de responsabilité. Tu peux avoir aussi le parcours en club, la Coupe du Monde. Donc tu as beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à toi. Est-ce que par exemple un Ibrahim Maza qui est en train de totalement crever l'écran peut être vraiment ce joueur-là? Tu as Hakimi, comme le dit Pep Guardiola, on peut pas le mettre de côté parce qu'il sera au PSG, il est revenu de sa blessure, il va pouvoir enchaîner club et sélection. Tu as Lookman, je les trouve... Enfin, Lookman, il marque jamais de but de moche, il est bluffant, il est étincelant. Tu as toujours de gros noms, type Salah, Mané, Osimhen. Tu as beaucoup de possibilités. Je trouve que c'est un des trophées individuels qui est le plus ouvert. Et ouais, même Mbeumo. C'est pour ça que même la CAN, qui va gagner la CAN, c'est une compétition où tu as tous les favoris qui sont sortis de la phase de groupe. Bon,
avec encore une fois cette question d'un format à 24, meilleur troisième, c'est peut-être un peu poussif, mais bon, on avait vu l'Algérie échouer 2 fois, donc on sait que ça peut être un bourbier, mais là c'est vrai que ce niveau, on va arriver demain avec les 16 équipes restantes et des gros huitièmes, le RDC Algérie, je me répète, mais mardi 6 janvier 17h, à Ouli Bizer, no matter what, quoi. Enfin, on a trop hâte de voir ça, et t'as également ce Burkina Côte d'Ivoire, t'as le Mali Tunisie, encore une fois, t'as même le Afrique du Sud Cameroun. Donc je me dis que cette CAN, elle va être hyper intéressante à voir. Et pour le Ballon d'Or africain, ça aura sa petite importance dans ce sens. Je crois qu'on va passer maintenant à des prédictions un peu plus, on va dire, Coupe d'Europe, avec notamment BMS Firmino et ce beau drapeau des Comores, qui évidemment, comme son nom l'indique, Liverpool prend avec des champions. Bon, on a parlé vainqueur CAN, vainqueur Coupe du Monde. À cet instant présent, Liverpool a peut-être un peu de retard sur les 3 équipes qui se distinguent encore une fois, Arsenal, Bayern, PSG. On a vu que tu as eu du mieux dans les résultats, pas forcément toujours convaincant dans le fond, dans le contenu, mais Arne Slot, j'ai l'impression qu'il a sauvé sa place à un moment où c'était chaud. Il est revenu dans la lutte pour la Ligue des Champions. Pour le titre en PL, je pense que ça va être trop compliqué. Ouais, le match d'hier, il était compliqué contre Leeds, mais le Leeds de Daniel Farke, très bien organisé, très intense, et c'est un peu le même truc que j'ai vu sur le Sunderland City. T'as 2 promus en termes d'intensité qui t'envoient du lourd. Enfin, le match à 100%, enfin, en termes d'état d'esprit, de solidarité, de pressing, de contre-pressing. C'est vrai que Liverpool et City se sont fait avoir, mais il faut donner beaucoup de crédit à ces équipes-là qui, même si elles ont fait un gros mercato, franchement, en termes de contenu et de fiabilité tactique, c'est très fort. Du coup, est-ce que ce Liverpool-là, qui je pense va quand même pouvoir aller chercher, on rappelle que la Première Ligue a 4 places, mais qu'avec le COEF UEFA, très probablement l'Angleterre va obtenir une 5e place pour la LDC, et je pense que Liverpool terminera parmi les 5 premiers. T'as Salah qui va revenir de Cannes, t'as un peu de mercato qui est en cours, je crois que normalement il y a Joel Ordóñez, le fameux défenseur équatorien, encore lui, encore cette belle équipe qui pourrait... arrivé cet hiver, il était désiré par l'Olympique de Marseille l'été dernier. On avait parlé de Marguilly. Là, c'est plutôt Ordóñez. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Les résultats ont été meilleurs, mais les contenus étaient toujours le même. On sent que c'est poussif, on sent que ça tient qu'à un fil, mais que tu as des joueurs de talent, tu as des joueurs plus. Donc, c'est pour ça qu'un Liverpool qui assure sa place en LDC, mais qui peut faire ce gros parcours, ouais, tu peux y croire. Après, voilà, s'il tombe sur un Arsenal, un PSG ou un Bayern, ça peut être compliqué. Même un Barça qui va mieux. Après, tout le reste, je pense qu'il y a un match. Ça va dépendre encore une fois du parcours. Si ça monte en puissance et tu vois qu'ils ont un tableau où ils évitent pas mal de gros jusqu'en mars-avril, jusqu'en quart, demi. Après, c'est 2 matchs aller-retour. Faudra les taper. Est-ce que d'ici 3 mois, Wirtz aura fait mieux? Tu sens qu'il y a une période un petit peu, c'est mieux, même si je trouve que le match d'hier contre Leeds est décevant. T'as des joueurs qui sont en train de bien revenir, comme Frimpong. T'as Ekitike qui a pris le lead par rapport à Isaac, mais attention parce qu'Ekitike va peut-être pas mal enchaîner. Donc à voir. Ouais, en vrai, prédire Liverpool gagne la LDC, c'est risqué, mais je me dis qu'il y a un monde où ça arrive parce que, encore une fois, tu as quand même un effectif qui est beau, quoi, enfin, qui est conséquent. Il va falloir que certains joueurs se réveillent défensivement, fassent mieux, les Konaté, Van Dijk, Kerkez, tout ça. Mais voilà, faut pas mettre de côté le fait qu'ils ont un 11 qui peut tenir la route et qui peut embêter tout le monde et que tu as les joueurs qui vont continuer à progresser, à s'acclimater. Donc, à voir. Mais c'est vrai que le plus important, là, surtout de finir top 8 pour éviter de faire 2 matchs en plus avec les barrages. Ouais, exactement. En fait, c'est ça, c'est que ce Liverpool-là, il peut avoir cette gueule de vainqueur parce qu'ils peuvent progresser d'ici 3-4 mois, mais il peut aussi sortir dès les barrages. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de juste milieu, mais tu as quand même 2 faces assez différentes. Alors, là, j'ai une prédiction que j'ai trouvée assez géniale sur Benfica. C'est le bon vieux Fouda Fabrice qui dit: si Benfica passe le premier tour de la C1, la malédiction de Bela Gutmann va tomber. Bon, on rappelle que Benfica a commencé ses 4 premiers matchs de LDC en perdant. Ils ont fait 4 matchs, 4 défaites. Là, ils sont sur 2 succès. Ils affrontent la Juve et le Real pour terminer. Donc déjà, ils doivent se qualifier. Ce sera pour les barrages. En mode, l'équipe qui est passée par un 0 pointé va pouvoir aller au bout. C'est la prédiction la plus risquée. Je pense que ça n'arrivera pas, mais elle m'a fait rire parce que c'est Mourinho. Et vous le savez évidemment, la fameuse malédiction de Bela Gutmann, c'est le moment où je prends mes lunettes de professeur
Pour un petit peu vous enseigner cette histoire, Bele Gutmann, c'est le coach qui a permis à Benfica de gagner 2 Coupes d'Europe dans les années 60, avec notamment Eusebio. Et en gros, il s'est fait virer parce qu'il a demandé une augmentation de salaire et que ça n'a pas convaincu aux dirigeants. Il a fait une déclaration un peu prophétique en mode il faudra 100 ans après mon départ pour que ce club gagne de nouveau une Coupe d'Europe. Depuis, je crois que Benfica a fait 7 finales entre l'Europa et la LDC, 0 victoire, donc la malédiction est toujours en cours. Ça paraît quand même assez tendu. Ce qui est ouf, c'est que Benfica a toujours eu pour moi cette étiquette d'équipe outsider où tu as vraiment des joueurs que j'apprécie. Tu vois, type Barnechea, Rios, Pavlidis, très très fan de Pavlidis. Même derrière, tu vois, avec Troubine, Otamendi, les tontons, tout ça, tout ça. Mais là, pour le coup, même en championnat, c'est délicat. Tu as eu la réélection de Rui Costa. Rui Costa, joueur de légende, mais dirigeant, je n'adhère pas trop à sa politique. Donc, je pense que malheureusement, mon cher Fabrice, pour que ça se réalise, ce serait un des trucs les plus fous du foot européen depuis je ne sais pas combien de temps. Après, on peut pas comparer peut-être Benfica, qui est quand même un club légendaire historique, à Leicester 2016, mais en termes de retentissement, on serait pas loin parce que je trouve qu'ils partent de tellement loin et que t'as pas tout qui a été réglé depuis l'arrivée de Mourinho. Mais si ça se passe, waouh, enfin, je serais assez scotché. On passe à l'autre Coupe d'Europe avec la prédiction de l'ami Nasri MHF qui nous dit Lyon gagne l'Europa League malheureusement. Bon, vous pouvez le deviner avec son pseudo, je pense que c'est un Marseillais, mais c'est vrai que on parle pas mal du fait que le PSG peut faire un back-to-back en LDC, mais est-ce que cette OL-là a pas une belle gueule de vainqueur d'Europa? On sait que dans cette compétition, t'as une équipe un peu épouvantail, tu le dis Pep Guardiola, c'est l'Aston Villa d'Unai Emery. Personne n'a envie de tomber contre eux. Unai Emery, le jeudi soir, très très souvent, ça va au bout, 8 fois sur 10. Donc c'est vraiment pas évident d'y croire, parce que si aujourd'hui tu fais un match aller-retour, même si Aston Villa fait un peu tourner avec peut-être Guessant, Sancho, tout ça, je trouve que l'équipe a quand même une très belle allure. Donc attention, t'as d'autres équipes qui, je pense, peuvent y prétendre. Le Porto de Farioli, t'as la Roma qui a toujours fait des beaux parcours dans cette compétition, pourquoi pas le LOSC de Pep Genesio, hein, tu le dis Clean, ça peut être aussi cette question-là. Côté anglais, tu as également Nottingham, donc voilà, Nottingham qui a peut-être assuré son maintien, qui pourrait tout miser sur l'Europa à voir. Si l'OL fait son parcours, Aston Villa de l'autre, oui, c'est sur un match, une finale couperée, pourquoi pas. Attention au mercato que l'OL est en train de faire parce que ça m'intéresse grandement. T'as quand même l'arrivée d'Hendrick qui va résoudre un des principaux problèmes, l'absence de gros neufs où Satriano, on a senti ses limites. Satriano, ça va être le numéro 2 voire le numéro 3. Ça doit pas être quand même le numéro 1. Après, comme tu le dis, ils ont eu un tirage facile en Europa. Je pense que s'il y avait eu le tirage de Nice, ils seraient pas là. Je pense que s'il y a eu le tirage de Nice, ils auraient pas fait le 0 pointé. Je pense qu'ils seraient qualifiés peut-être en barrage, voire même, c'est jamais top 8. Mais en tout cas, c'est vrai que ils ont eu sur le papier 8 équipes assez accessibles et ils ont su le bonifier, donc tant mieux pour eux. Attention aussi à l'enchaînement Ligue 1 Coupe d'Europe, peut-être que tu vas être sur un flux tendu à certains moments. Est-ce que Tolisso, Morton, Niakate, Mata, Tagliafico vont pouvoir enchaîner à 100%? T'as aussi des retours qui vont faire du bien, peut-être à des moments où l'OL sera encore en lice. Je pense à Malik Fofana, je pense à Anes Nuama, peut-être Mangala qui est déjà dans le groupe pour la profondeur de banc. Mais est-ce que c'est pas l'année... J'ai pas envie de dire que c'est l'année ou jamais, parce que, encore une fois, t'as Aston Villa qui a un sacré effectif et t'as un coach qui adore cette compétition. Mais en termes peut-être de niveau, l'Europa, je trouve qu'elle est plus accessible que d'autres années. Et une autre donnée, c'est vrai que comme tu le dis, Tech, ne pas oublier que les 2 premiers reçoivent au retour chaque tour. L'OL peut encore sécuriser son top 2 et ça serait bénéfique jusqu'au bout. Une autre équation à résoudre, à quel point le traumatisme de Manchester, d'Old Trafford, a été évacué, parce que dans ce parcours que l'OL peut avoir, 8e, demi, quart, tout ça, ils peuvent se retrouver encore une fois avec une prolongation. Et même si tu penses que c'est acté, que tu mènes 4-2, que tu peux aller au bout, bah, quand tu te fais renverser de 3 buts et que tu perds avec cette manière-là, qui est un truc tellement absurde, est-ce que l'OL mentalement, émotionnellement sera prêt de nouveau pour cette épreuve? C'est une question qui est difficile à répondre parce que ça n'appartient qu'aux joueurs, qu'à leur tête d'un point de vue psychologique, mais on ne sait jamais quoi.
Je vois bien Aston Villa. Je vois Aston Villa pas vainqueur. L'OL peut revenir très bien avec les retours de blessures. Hendrick qui colle au style de jeu. Ça peut ramener un top 4 ou une Europa. Ouais, aussi, on sait que financièrement, le truc vital, c'est la LDC. Que l'OL va tout miser sur ça. Mais bon, gagner une Coupe d'Europe, ça n'a jamais été fait pour l'OL. Donc, comme je vous le dis, cette année, à part Aston Villa, pour moi, l'OL peut battre tout le monde. Et ce qui ne veut pas dire que, par exemple, sur un match aller-retour, Porto ne peut pas le faire contre l'OL parce que Porto a un très bel effectif. Nottingham versus Sunderland, tu vois aussi qu'ils ont quand même un sacré matériel. Tu as des équipes comme la Roma, tout ça. Donc je pense que l'OL peut battre tout le monde, les autres aussi. Il y a juste Aston Villa qui est un peu au-dessus, mais rien, tu vois, d'insurmontable encore une fois. On passe à la prédiction de Malotru, pardon, qui dit Amine Gouiri 12 buts en Ligue 1 d'ici mai. Et c'est vrai qu'Amine Gouiri, on l'a un petit peu oublié parce qu'avec cette blessure à l'épaule, c'est vrai que juste David qui parle d'Abdelli à l'OL ou l'OM, c'est vrai que si Imad Abdelli arrive à l'OL en termes de profondeur de banc, de talent, si tu es Hendrick, Imad Abdelli, peut-être que tu prends un défenseur en plus, mais je trouve que l'effectif de l'OL, voire un ailier, je trouve que ça aura quand même pas mal d'allure. Ouais, Amine Gouiri qui a fait une deuxième partie de saison canon après son arrivée l'an passé du Stade Rennais. Est-ce qu'il peut faire la même chose? Oui. Le seul bémol pour moi, c'est qu'il tire pas les pénaltys, que c'est réservé à Greenwood. Donc c'est peut-être une quantité de buts qui va te manquer. Mais voilà, je pense que déjà, au-delà du point, au-delà de l'aspect statistique, Amine Gouiri va faire du bien dans le jeu parce que Aubameyang a beaucoup enchaîné et je trouve qu'il y a des matchs où l'OM était à la peine. Il revient quand Gouiri? Je crois qu'il revient. Il pourrait être dans le groupe, peut-être pas pour le prochain match de l'OM, mais peut-être pour le Trophée des Champions, de ce que j'ai compris. Euh, T'as Robinho Vaz qui reste jeune, qui est plus là pour encore apprendre dans un rôle de super sub. Mais Gouiri, rien que le fait de le revoir dans ce 11 de De Zerbi, on sait qu'il manque par exemple un profil un peu de disque créatif. Alors est-ce qu'il va pouvoir le faire pour ça? Je ne sais pas. Mais d'un point de vue vraiment animation, je pense qu'avec un Pachao, avec un Greenwood, ça va déjà être un peu plus consistant. Et je suis d'accord, ouais, il va faire énormément de bien. C'est plus au-delà du fait de dire que il va marquer sa dizaine de buts pour son retour. C'est un comeback qui va faire du bien à la fois pour lui, parce que c'est un joueur que je pense ici on apprécie tous, parce que c'est quand même un numéro 9 qui est peut-être pas le joueur qui va te marquer 50 buts par saison, mais il te bonifie ton équipe, ton collectif. Et dans ce sprint final, même pour la Ligue des Champions, avec les deux derniers matchs contre le club Bruges et Liverpool, c'est vrai que lui aussi ça pourrait être assez bénéfique de le voir présent à l'entraînement collectif ce matin. Ouais, c'est vrai que ça pourrait pourquoi pas le revoir dès dimanche, dès le prochain match des Marseillais. Mais comme je vous le dis, c'est vrai que lui c'est terrible parce que il y avait son arrivée à Marseille s'est tellement bien passée. J'ai adoré ses 6 mois avec ce but qui a été élu le plus beau contre Brest, le retourné. Vraiment tout ce qui se passait bien en termes de connexion de jeu. Et tu as eu un démarrage timide d'un point de vue statistique, mais dans le jeu, il répondait tout au présent. Par exemple, j'ai en tête son match contre le PSG qui est vraiment pas mal. Et derrière, tu as cette blessure qui le fait en plus rater la CAN avec l'Algérie. Ouais, c'est difficile. Bah oui, c'est au lieu d'être venu dans le groupe à la CAN. Ouais, bah c'est problématique, ces histoires un petit peu de préserver pour les clubs. Après, voilà, on se rend compte que l'Algérie réussit quand même à obtenir des résultats, à avoir un contenu assez convaincant sans lui, quoi. Ça, c'est clair, quoi. Autre prédiction Ligue 1 de la part de Xero Nico. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à teaser ça. Qui nous dit Sinayoko, top 7 des meilleurs buteurs de Ligue 1. Bon, autant faire un chiffre rond et parler de top 5. Et on va faire une deuxième partie de saison incroyable. Attention à la GIA, qui est une des équipes un peu mal payées de cette première partie de saison, qui a eu des matchs où ils ont perdu, je ne vais pas dire on ne sait trop comment, mais en termes d'efficacité, de réussite, ils ont été un peu maudits. J'ai en tête le match contre Lens, un match aussi contre l'OL, voire l'OM, où tu vois, ils prennent 1 point sur 9, alors que ça aurait dû faire peut-être 5, voire 6. La GIA qui va se renforcer cet hiver, ça parle pas mal des retours de Gaëtan Perrin, de Djoubal, donc déjà remettre un petit peu d'ordre avec des anciens. Et aussi, pourquoi pas, l'arrivée de Terem Moffi. Tu peux imaginer, ouais, ce gros neuf en termes de nom, parce qu'on sait que Terem Moffi, poste croisé, c'est assez compliqué. Mais quand tu vois quand même qu'il y a pas mal de vrais bons joueurs, t'as Sinayoko qui fait encore une fois une belle canne. T'as également Kevin Danois que je trouve mieux. T'as Matondo, t'as Assi. T'as des jeunes joueurs qui sont en train de prendre la lumière. C'est peut-être plus l'aspect défensif qui. Alors, l'aspect défensif, oui, non, parce que la GIA, je crois que sur leurs 13 premières journées, ils ont marqué 7 ou 8 buts. Donc, c'était quand même un peu inquiétant.
Mais là, pour le coup, c'était plus la défense avec le fameux dernier match contre Lille qui s'est terminé avec une défaite 4-3. Mais moi, je suis convaincu que la GIA déjà va se sauver et que oui, c'est une équipe qui peut tout à fait terminer ventre mou, se réveiller et être vraiment une équipe hyper compétitive. Un peu comme la GIA qu'on a vu en promu la saison passée, parce qu'ils ont vraiment un coach que j'apprécie, Christophe Pellissier. Ils ont pas mal d'individualités plaisantes. Ils ont un fond de jeu qui est présent. Le seul truc qui leur manque, c'est encore une fois un mercato où ils n'ont pas su remplacer des joueurs indispensables. Ahmed Junior Traoré, Gaëtan Perrin, Djoubal. Il y a certains renforts qui n'ont peut-être pas été assez payants, convaincants, comme Sekou Mara. Tu as également Josué Casimir. Tu as Assir Alta, pourquoi pas derrière. Tu en as même qui ont du mal à revenir, comme Clément Akpa. Mais la GIA, pour moi, a vraiment un effectif hyper intéressant. Et il suffit d'avoir ce fameux gros joueur par ligne pour que ça puisse le prendre. Et ouais, comme tu dis, Mehdi Massila, prédiction directe là, Kevin Danois finira dans un top club des 5 grands championnats. Oui, Kevin Danois, si à la fin de saison c'est 20-25 millions d'euros à Francfort, je serais pas surpris. Alors, on aimerait tous qu'il reste en Ligue 1. Je suis pas sûr que financièrement, à moins qu'un Paris FC, tu vois, sorte le chéquier pour le garder en Ligue 1, mais ça sent plus le départ à l'étranger. Mais Kevin Danois, en termes de profil de milieu, moi je suis convaincu qu'il peut faire le bonheur de pas mal de monde. On arrive déjà à, je crois, prédiction 13 ou 14. Ça avance bien. On continue à faire un petit peu ce tour. Là, on va parler d'un transfert. C'est Robs qui nous dit David Neres est transféré au Real cet été pour plus de 80 millions. J'aime bien cette take parce qu'elle vient d'assez loin. Neres qui est en train de bien revenir. On sait que c'est un joueur qui a pu avoir 2-3 pépins physiques, qui depuis son arrivée à Naples n'a pas été tout le temps titulaire, mais qui a globalement fait de bonnes choses. Mais là, je trouve depuis 1 mois et demi, 2 mois, à l'image de ce qu'il a fait en Super Coupe, il a bien accéléré. C'est peut-être plus le poste où je me dis, alors 80 millions d'euros, oui, je pense qu'il abuse. C'est peut-être plus le poste. On sait que le Real a besoin d'un pur ailier droit. Est-ce que ça pourrait être Neres ? Je ne sais pas. Voilà, quand on identifie les manques chez les merengues, c'est un ailier droit, c'est un milieu créatif et c'est un milieu qui fait le jeu. Bon, après, remplacer Kroos et Modric, on sait que c'est toujours, je ne vais pas dire impossible, mais c'est quand même deux monuments à compenser, c'est chaud, et un défenseur, parce que voilà, y a des joueurs qui se blessent souvent comme Militao malheureusement. T'as Alaba qui te prend un salaire monstre. Alaba, je vais pas dire que c'est le Bernard Madoff du foot, mais Alaba, je crois qu'il a 20-22 millions d'euros par an. C'est un gouffre monumental, quoi. Mais dans tout ce qu'on a vu en termes de profil, le Real a un petit manque, c'est vrai, qu'un vrai ailier droit. Est-ce que ça peut être Neres, que comme vous le dites, c'est pas assez bling-bling. Il y a Alo Tridou qui propose Madueke. En tout cas, attention à la trajectoire de David Neres qui est un peu en train de revenir. C'est vrai que c'est un joueur qu'on a connu plus jeune avec nos amis de l'Ajax. On l'a vu également du côté de Benfica. C'est un joueur qui est passé par plusieurs phases, mais que j'ai toujours trouvé hyper intéressant. Là, il est dans sa meilleure période avec Naples. Donc pourquoi pas enchaîner. De là, ce que ce soit 80 millions d'euros, c'est peut-être trop. Après, comme vous le dites, oui, il y a un poste en termes d'ailier droit qui pourrait correspondre, c'est Greenwood. On sait que Greenwood, il va attirer de plus en plus l'attention par rapport à ses performances. On sait qu'en Espagne, il est déjà passé par Retafe, que le Real le surveille, donc ça pourrait être le fameux chaînon manquant. Mais encore une fois, que tu as fait le tri, déjà, il y a Hendrick qui est parti, il faut que tu libères pas mal de monde, je pense. Et Vinicius et Rodrigo et Mbappé et Bellingham, en plus d'avoir Mastantuono, d'avoir Garcia devant, d'avoir Arda Güler, même si c'est un peu derrière. Il y a des fois, je trouve, Brahim Diaz également, et quand tu vois Brahim Diaz ce qu'il fait à la CAN, alors c'est comme d'hab, c'est très bien ce qu'il fait. Est-ce que Brahim Diaz, il doit être titulaire d'une équipe comme ça, top 5 européen? Peut-être pas, mais peut-être un peu comme il a fait à Milan, tu vois, c'était très très bien, peut-être repartir dans un autre club. Et comme le rappelle El Maka, tu peux rajouter aussi un Nico Paz à tout ça. Après, Nico Paz, c'est le genre d'opportunité, tu peux pas vraiment passer à côté, donc je peux l'entendre, mais au bout d'un moment, c'est un sport qui se joue qu'à 11, donc les places vont être tellement chères, ça va être assez conséquent. Mais j'aimais bien juste ce que disait Robs sur le fait de revoir un peu ce Neres en pleine lumière. Oui, Nico Paz, le Real a une clause de rachat, exactement, c'est pour ça qu'ils vont pouvoir aller sur lui. Et je crois que c'est aux alentours de 10 millions d'euros. Alors que le joueur, aujourd'hui, je pense qu'il en vaut quasiment 60. C'est pour ça. Et même, je crois qu'il y a aussi un autre joueur de com, Jacobo Ramon, de mémoire, où il y a une clause réelle. Et c'est vrai que c'est un truc qui a bien marché sous l'ère Florentino Pérez, de mettre comme ça des clauses de rachat. Je crois que tu as vu peut-être
Alors Carvajal à Leverkusen, je sais plus s'il était prêté à un moment donné, ou peut-être Casemiro avec Porto, mais je sais que c'est un truc qui fonctionne bien, comme ça, d'envoyer des joueurs se développer, et si ça marche, on le rapatrie. Bon, t'en avais eu d'autres, je crois Mariano Diaz, qui est revenu pour être la troisième, quatrième option, et après, bon, Mariano Diaz, c'est Mariano Diaz, ça n'a pas forcément fait. Ouais, Brahim Diaz aussi a eu cette clause. C'est vrai que dans ce foot moderne, c'est une des spécificités un peu unique au Real de faire ça, et j'ai l'impression que ça a marché à 80% du temps. Lucas Silva à l'OM aussi. Bon, voilà, ce que j'ai dit, c'est que ça marche à 80% du temps, 4 fois sur 5, il y a aussi des échecs, quoi. Ça, c'est clair et net, quoi. Tu penses Paz voudra retourner à Madrid malgré le gros bourbier avec tous les offensifs? En fait, si cette clause, elle dure dans le temps, tu vois, par exemple, encore rester à Com. Après, peut-être que Com, ça va devenir, entre guillemets, trop petit pour lui, mais si Com est européen, je sais pas, pourquoi pas, ça pourrait... En fait, c'est le genre d'opportunité où je me dis que tu peux pas passer à côté, mais tu as déjà beaucoup de monde dans ces différents postes. Et est-ce que Nico Paz sera prêt dès 2026-2027? Après, il faut voir, hein, parce que Nico Paz, tu as aussi l'Argentine où il va pouvoir faire un beau parcours en Coupe du Monde vu qu'il est devenu international. Nico Paz, il est de 2004, donc il a 21 ans. Tu vois, s'il reste encore un an à Com, il aura 22 ans, donc il arrivera au Real à 23. Tu vois, c'est pas trop tard. Enfin, après, bon, on sait que l'âge désormais c'est devenu un truc où presque il faut aller trop vite. Mais tu vois, Nico Paz, attention à son choix parce que ça pourrait être vraiment déterminant, quoi. Ouais, bah, le Real peut le broyer, mais aussi s'il y a le talent qui est là, normalement le talent n'a pas de frontières, de limites, et il pourrait aussi s'imposer là-bas, quoi. Tu vois Xabi Alonso rester longtemps au Real, Scipion? J'aimerais, parce que vous connaissez mon affection pour Xabi, je l'ai redit dans mon bilan européen, je trouve ça un peu moche, toutes ces déstabilisations, tout cet empressement, parce que tu peux pas dire on part sur un nouveau cycle, et au bout de 4-5 mois on veut déjà le tège, mais malheureusement pour Xabi Alonso, j'ai l'impression que les dés sont déjà pipés et qu'on attendra peut-être une autre série de mauvaises défaites, de mauvais résultats, de défaites, peut-être l'élimination en Supercoupe d'Espagne avec la compétition qui va bientôt avoir lieu. Je sens que malheureusement ça ne va pas durer parce que quand tu vois comment ça se passe et tout, après peut-être que Florentino réussira à faire partir un petit peu trop ces joueurs là qui sont devant pour qu'il y ait un embouteillage, mais dans l'environnement, je sens un truc dans l'air où ça pourrait mal se passer pour Xabi Alonso. Exactement, s'il y a l'élimination contre l'Atlético dans quelques jours, bah c'est ciao et ce sera juste hyper regrettable, dommageable. Mais c'est un coach qui peut rebondir. Évidemment, on pense à Liverpool, on peut penser à d'autres contextes, mais ouais, je ne le vois pas durer. J'ai encore deux prédictions, les amis. Une prédiction qui me tient, on va dire, à cœur, parce que c'est quelque chose qu'on évoque souvent dans les différentes vidéos, dans les différents formats courts. C'est un peu l'aspect révélation. N'hésitez pas à me balancer, vous, vos révélations. Là, j'ai pris celle d'Ilan Saininho, qui dit Nathan Decat va se révéler au monde entier. J'aime bien parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ce jeune joueur. On rappelle, Nathan Decat, c'est belge, c'est 17 ans, ça évolue en Anderlecht et un profil de milieu de terrain assez épatant parce que il est très grand, il fait 1m95, mais techniquement, il a un jeu long, enfin vraiment c'est un distributeur, il combine vraiment ses caractéristiques de passe, mais aussi comment dire, il en impose sur le terrain athlétiquement et j'adore ce registre-là et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de joueurs, je trouve, qui sont grands par la taille, mais aussi techniquement qui arrivent à faire des choses balle au pied. Je pense à Voltema 2, je pense à Ekitike, mais même Amir Richardson dans un autre registre. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le profil de Nathan Decat et encore une fois, j'en profite pour remercier tous ceux qui m'envoient des DM avec qui j'échange sur le foot, que ce soit sur Insta ou par Twitter, parce que très souvent, en fait, je vais pas dire que moi, quand je fais des vidéos sur les jeunes joueurs, je vois passer des trucs sur Twitter, j'ai des algorithmes, voilà, même des sites de stats, Datascout qui a fait son site qui est très très bien foutu. Je vous invite à aller le voir. Et il y a des jeunes joueurs qui, comme ça, me viennent à moi. Et je me dis, tiens, ce serait pas mal d'en parler. Genre Johan Manzambi, Ibrahim Maza, Yann Diomandé, pour ne citer que. Ou Christina Houley, par exemple. Je l'ai redit dans une de mes vidéos FAQ. C'est un supporter de Trabzonspor qui m'en a parlé. Et j'ai dit, bah, tiens, c'est intéressant. Joueur qui vient de Ligue 2, qui est en train d'exploser, qui a été appelé par la Côte d'Ivoire. Résultat, c'est la vidéo qui a été le plus vue sur TikTok de mon année 2025. Donc, j'aime toujours cette envie c'est ce qui me, je vais pas dire c'est ce qui me maintient en vie par rapport au foot parce que la passion est toujours là, mais on sait qu'il y a de plus en plus de matchs, que c'est difficile des fois de tenir le rythme, qu'on peut ressentir cette overdose.
Mais moi, le truc que j'adore toujours dans le foot, c'est ce truc de découvrir des joueurs. Genre Nathan Decat, j'ai vu des Belges en parler, je me suis dit, tiens, je vais me brancher sur ça, parce que quand même, 17 piges, 6, 1m95, c'est intéressant. Et j'ai vu des compilations, même avec la Belgique U17, et le gamin est tellement facile balle au pied que c'est presque déconcertant. C'est un profil hyper atypique, donc on parle de lui au Bayern. Bah, j'ai vu Sauvage qui dit, pitié, laissez-le Anderlecht. On aimerait bien, mais malheureusement, ça peut très très vite. Si cet hiver, tu vois, le Bayern arrive avec son offre de 30 millions et Nathan Decat reste en prêt, je serais pas étonné. Et j'adore ce que tu dis, ouais. Pour moi, c'est un peu comme Doku, il doit pas passer par un club intermédiaire, il doit directement rejoindre un grand club, pas forcément titulaire, mais en rotation. Je pense que le talent est là pour qu'il puisse aller tutoyer ce type de club. Alors, la Belgique a une belle génération, est-ce qu'il sera à la Coupe du Monde? Je pense que ça va être un petit peu trop juste. Mais en tout cas, c'est vrai que je suis d'accord avec lui parce que j'ai adoré découvrir ce joueur et je pense que Anderlecht va faire une très très belle vente et que c'est un gamin qui peut atteindre, qui peut être un des fers de lance de la nouvelle génération. Ouais, on en reparlera de Nathan Decat, comme Ibrahim Mbaye, en début de vidéo prédiction. J'en ai une dernière en stock, avant peut-être que vous m'en donniez pêle-mêle dans le chat ou qu'on aille voir d'autres en commentaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que cet ami s'est trompé d'année, mais c'est Xebera qui nous dit Marco Reus va donner la Coupe du Monde à l'Allemagne. Alors, si on était en 2014, malheureusement il était blessé, voire 2018-2022, je pourrais l'entendre. Mais on est en 2026. Je me suis dit peut-être que notre ami a eu un souci de timing, de calendrier, parce qu'encore une fois, peut-être qu'il parle de Kings League. C'est vrai que s'il parle de Kings League, ça s'entend. Mais Marco Reus, déjà, je suis allé vérifier, il est toujours en activité du côté de LA Galaxy. On aime tous Marco Reus. Je pense qu'ici, c'est un joueur qui a une place à part dans notre panthéon footballistique. Peut-être pas en termes de légende absolue, mais de joueurs où on a adoré son profil d'ailier, son historique Dortmund. On aime bien aussi, c'est un peu ce côté romantique de joueurs de beaux perdants, quoi. Le mec, il aurait pu gagner une Bundesliga dernière journée contre Mayence, qui avait plus rien à jouer, ça fait 2-2, le Bayern l'apprend, c'est dingue. Il y a aussi FIFA 17, cette jaquette, un des derniers bons FIFA, où on adorait lancer le jeu, se faire arrêter des buts tout faits par Jack Butland, mais en 2026, penser que Marco Reus va donner la Coupe du Monde à l'Allemagne. Après, l'Allemagne, on n'a pas parlé d'eux durant la Coupe du Monde, enfin les prédictions CDM, mais c'est vrai que l'Allemagne avance masquée, parce qu'on ne pense pas à eux, les dernières compétitions, hormis l'Euro 2024, on a quand même vu des choses dans le jeu, mais tu sors de 2 Coupes du Monde où tu te fais sortir dès le premier tour. Avec Hansi Flick, ça n'a pas marché, la fin de l'eau, c'était compliqué. Là, tu as Nagelsmann qui est là. Tu as mal commencé tes barrages parce que tu t'es fait taper par la Slovaquie, mais derrière, tu as bien enchaîné. Tu as Nick Woltemade qui est en train d'émerger au poste de numéro 9. Tu as évidemment Lennart Karl qui risque d'être une des sensations de la Coupe du Monde. Tu as Musiala qui va revenir. Tu as Wirtz, tu as Kimmich, tu as Scholterbeck. T'as toujours du très beau monde pour cette sélection. Mais bon, en vrai, s'il avait dit Lennart Karl, j'aurais dit la prédiction, elle me plaît beaucoup. Mais là, Marco Reus, si on parle pas de Kings League, motif d'internement, c'est vrai que malheureusement, mon cher Xebera, on va devoir te donner les coordonnées de l'asile d'Arkham, parce que cette prédiction, Marco Reus va donner la Coupe du Monde à l'Allemagne. Je ne l'ai pas compris, mais bon, je me suis dit, il l'a mis ça sur mon tweet, donc voilà, je les prends telles qu'elles sont. Les prédictions, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de grok, il n'y a pas d'IA. Moi, je récupère tout ça en mode... Je récupère et puis je vous les donne. Donc voilà, je suis tombé sur ça. J'étais obligé de la citer, quoi. Oui, évidemment, Joachim Le, en termes de parfum, on peut dire que oui, à la fin, ça sentait pas bon. Oui, on peut comprendre que c'était littéralement et même premier degré, quoi. Donc à voir pour ça. Écoutez, on a fait un beau tour là des prédictions qui m'avaient bien plu sur le réseau. Après, c'est vrai qu'on pourrait continuer à aller voir un petit peu les différentes prédictions des gens, mais comme je vous le dis, t'en as beaucoup qui parlent Ballon d'Or. Enfin, par exemple, je peux vous le dire, il y en a un qui m'a fait une liste de courses, genre une liste de courses à 300 €, quoi. Prédiction Luis Figo et Pauletta vont donner le mondial au Portugal. Et c'est vrai que j'ai vu un beau tweet qui disait, enfin un beau message qui disait, c'est comme si on disait Nasri va donner la Coupe du Monde à la France. C'est vrai que c'est assez chaud, quoi. Ouais, on va passer quelques prédictions globales. Voilà, par exemple, notre ami Enzo, lui,
Il y en a des choses. Hendrick flop à l'OL. Strasbourg gagne la Pipion League. Dembélé pas la Coupe du Monde ou ne joue quasiment pas. Blessé, retour de blessure. Chelsea a 6 joueurs en hiver et 14 en été. Seul trophée du Real faire des offres pour Vitinha et Ruiz. Le Barça chute au plus tard en quart de LDC. Le dernier carré si possible. PSG, Arsenal, Bayern City. Cherki meilleur passeur PL. City gagne la PL. Arsenal saison blanche. L'OM finit au-delà de la 10ème place. Je finis sur Nice qui ne fait pas 0 points d'Europa mais finit hors top 12 en Ligue 1 sans se battre pour relégation. Waouh! Il en avait des choses à dire. Ouf! C'est quand même conséquent, quoi. Dedans, ah oui, c'est vrai qu'il y a une prédiction qu'on n'a pas évoquée, c'est la Pipion League, la conférence. Strasbourg, attention à ce qui se passe par rapport à Rosseignor, je ne vais pas dire la déstabilisation vis-à-vis de Chelsea, parce que c'est un truc commun dans la multipropriété Blueco, pardon. Donc ça peut avoir son incidence, mais Strasbourg qui prend la Pipion League, t'as quand même Crystal Palace qui est en lice et qui a un très bel effectif de PL, mais on sait que les derniers résultats n'ont pas été flamboyants, incroyables. T'as aussi Mayence, t'as la Fiorentina, t'as Rayo Vallecano, t'as aussi, tu vois, des équipes type Shakhtar Donetsk dont je me méfie, mais Strasbourg a terminé premier, donc ils vont au moins s'éviter les barrages. Ils vont être préservés en 8ème. À voir, je pense que Strasbourg a vraiment les moyens de faire un beau parcours, mais cette histoire d'Euro Senior et même voilà, encore une fois, ça reste un jeune groupe. Quand tu devras faire des matchs couperés, des trucs retour un peu relous, ça peut jouer. Mais pour une fois, j'ai bon espoir qu'une équipe de Ligue 1 gagne enfin cette satanée compétition qu'on apprécie tant. Bon, le Arsenal saison blanche, je pense pas, parce qu'ils sont encore en lice dans tous les trophées. Après, s'ils le font encore une fois, saison blanche, ce serait terrible pour eux, parce qu'ils n'ont jamais été aussi près du but. Après, il y a des années où ils auraient dû le faire, mais ils ont eu des blessures et tout. Là, je trouve qu'en termes même de mercato, tu vois, le banc, ils ont pensé à tout. Tous les postes ont été doublés. Et même si tu as Gabriel, Saliba, Timber ou Calafiori qui sont absents, derrière tu as Hincapié, Mosquera, White, voire Lewis Kelly, tu as quand même du beau monde. Mais non, je pense que Arsenal, ils vont enfin réussir à la prendre, tu vois. Enfin, ce serait tellement abusé que ça ne se passe pas. L'OM finit au-delà de la 2ème place en Ligue 1. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du titre en Ligue 1. Certains m'ont parlé du RC Lens champion. Ça pourrait être le cas. Je pense quand même que le PSG va mettre ce coup d'accélérateur, avoir le parcours de Lens en Coupe de France, s'ils enchaînent un petit peu. Après, je pense que la priorité sera évidemment le championnat. Mais quoi qu'il arrive, Lens qui finit top 3, ça j'y crois à 100%. Lens qui réussit à retrouver avec des champions, avec ce groupe, avec Pierre Sage, avec ce bon mercato, serait déjà un bel accomplissement. Après voilà, il y a 3 ans, ils avaient été à la lutte jusqu'à la 37e journée, là ce sera peut-être pour la 33e, mais avoir un suspense pour le titre, c'est tout ce que je demande moi en Ligue 1. J'ai envie de ça, quoi. Un trophée pour le LOSC possible pour toi? Bah pour le LOSC, la Ligue 1, je pense pas. T'as l'Europa, où il y a du beau monde encore une fois, mais c'est comme l'OL, parce qu'on a beaucoup parlé de l'OL, mais le LOSC aura son mot à dire. Faut voir un petit peu, les retours de blessés, le mercato, quelques méformes à jauger. T'as également la Coupe de France. Je mettrais peut-être plus une pièce paradoxalement sur l'Europa, alors que tu pourrais dire que c'est moins accessible, mais encore une fois, à part Aston Villa, il n'y a aucune équipe qui est inférieure à un LOSC concerné à 100%, parce qu'il y a certains matchs où malheureusement, tu vois, l'Étoile Rouge de Belgrade, la défaite contre les Young Boys, ou également celle contre le PAOK à la maison, où en fait ça s'est pas bien passé du tout, que ce soit en termes de jeu, d'efficacité ou même parfois défensivement. Donc tu as quand même beaucoup de paramètres à régler du côté du LOSC, mais c'est une équipe où tu vois quand même que, en termes de jeunesse, de mercato encore une fois, de possible progression, ça peut tout à fait prendre, la mayonnaise peut prendre, et la spécialité de Genesio de nous faire de belles soirées européennes. Voilà, un LOSC Aston Villa où il y a Unai Emery en face, je pense que Genesio il a pas peur, donc ça pourrait être le cas. Scipion, souviens-toi du nom Zé Lucas, il sera la sensation brésilienne à venir. Bah écoute, on note ça précieusement, ça va être très intéressant. La Dandinho qui demande qui ira le plus loin pour toi entre Cissé, Meïté et Jacques Arène. À cet instant présent, pour moi, celui qui a le plus de possibilités dans le foot moderne, c'est Jacquet. Défensivement, il rassemble déjà tout. Kader Meïté a quand même un profil de neuf qui peut être hyper attractif. Et Djaoui Cissé est un milieu de terrain qui doit encore apprendre. Mais je pense que Jacquet a plus de chance. Il faut avoir aussi le point de vue sélection. Il y a du beau monde en équipe de France, mais Jacquet peut tout à fait être le 3e, 4e homme dans un avenir proche à moyen terme. Ouais, comme tu dis, le Bayern, ça serait idéal, quoi. Jacquet, tout va dépendre aussi de ce choix, quoi. Je pense que ça peut le faire, quoi. Y a moyen de passer qu'une prédit globale, bah n'hésite pas à m'envoyer ton tweet, comme ça sera plus simple à retrouver, histoire de voir ça. Qu'est-ce qu'on a, quoi.
L'Argentine va malheureusement regagner la CDM, l'Équateur surprise du mondial qui perd en quart voire demi au péno. Arsenal ne va pas choquer et prendre l'appel. Nantes en Ligue 2. Ah, bah Nantes en Ligue 2, on a commencé à l'évoquer avec le fameux gros mercato. Enfin, gros mercato à l'échelle de Nantes. Mais voilà, Cabella, Aboukral, Machado, pourquoi pas Ganago ou Sotoka. En fait, tout va dépendre comment Qatari va réussir à faire ce bon mélange. Je pense qu'ils vont. En fait, c'est toujours compliqué parce qu'il y a des équipes qui, pour moi, ont été assez convaincantes, puis il y en a d'autres qui peuvent être derrière, type Metz, Lorient. Est-ce que ce Nantes-là sera plus 17ème ou barragiste? Peut-être que ça peut être barragiste, mais à voir comment tous ces anciens Ligue 1 vont s'adapter et vont permettre aux Canaries de retrouver des couleurs. T'as certains joueurs qui étaient en méforme, comme tu vois, même à Ablin, je trouvais qu'au bout d'un moment, il commençait à être un petit peu trop esselé. Il y a des joueurs qui pour moi doivent partir parce qu'ils ont fait le tour à Nantes. C'est l'exemple de Mostafa Mohamed. T'as une belle jeunesse, hein. Les Tati, Duff, Tabibou, Girassi, ça peut encore une fois bien apprendre, bien grandir. Voilà, là peut-être qu'ils vont se sauver avec ce fameux mercato parce qu'il y a eu l'urgence, mais c'est comme d'habitude, j'ai l'impression que c'est reculer pour mieux sauter et qu'avec cette gestion-là, un jour ou l'autre, nos amis nantais ils retourneront en Ligue 2. Et j'ai rien contre Nantes, hein, c'est plus encore une fois la gestion d'Equita qui est assez catastrophique. Pilian, le coach de Nantes, c'est Cantari, Ahmed Cantari, qui était dans le staff de Comboiré la saison passée. Ah, cet été, on va regagner une Coupe du Monde. Bah, j'aimerais bien qu'on reprenne une Coupe du Monde. Ce serait assez fantastique à voir pour l'équipe de France. Je pense qu'on n'est pas au niveau de l'Argentine et de l'Espagne, mais qu'on fait partie des équipes que personne n'a envie d'affronter parce qu'on a encore une fois, enfin, on a notre point de vue franco-français, on sait que Deschamps, c'est la fin d'une ère, qu'il y a certains matchs qui se sont bourbiers et tout, mais la réputation de l'équipe de France à l'international, elle est très très bonne, et franchement, on fait peur à beaucoup de monde avec notre vivier, notamment devant. T'as cette question du milieu de terrain, on a un petit peu peur. C'est pour ça que moi, le joueur pour lequel je milite le plus d'ici la Coupe du Monde, c'est Bouba Kamara. J'adorais le voir. Et d'ailleurs, la défaite d'Arsenal, enfin, la défaite d'Aston Villa contre Arsenal, Kamara était suspendu. Donc c'est devenu vraiment un des tout meilleurs joueurs et d'Aston Villa et de Première Ligue à son poste. Et c'est ça qui est le plus fou de la part de Deschamps, qui est un ancien milieu de terrain, qui recherche tellement cet équilibre. Pour moi, un mec comme Bouba Kamara, ça lui apporterait encore plus de garanties. Mais j'aime bien aussi l'association, tu vois, avec Koné Tchouaméni, mais Kamara, on l'a pas assez testé pour moi. Et c'est vraiment un petit regret, quoi. Il y a Sidakwal, voilà, une autre liste de courses. L'OM et l'OL vont remporter un trophée cette saison. Donc tu aurais Coupe de France, voire Ligue 1 pour l'OM, peut-être Ligue des Champions, j'imagine pas, hein. Coupe de France, pourquoi pas. Après, on sait que souvent, ils ont eu des parcours un peu chaotiques. L'OL, on peut penser aussi à la Coupe de France ou l'Europa, comme on l'a dit. Le Bayern finira le championnat de Bundes invaincu avec plus de 93 points. Ça, c'est possible. En plus, saison à 34 journées, donc 34 x 3, c'est 102 points. Ça ferait vraiment qu'ils perdraient que 9 points en route. Je pense qu'ils peuvent tenir le rythme. Après, il faudra voir évidemment quand tu auras les matchs décisifs avec des champions, que tu auras peut-être une vingtaine de points d'avance, que tu feras tourner. C'est là où tu pourrais être en danger. La RDC et la Turquie iront en quart de Coupe du Monde. Waouh! Là, c'est risqué. Parce qu'il faudrait déjà qu'ils soient qualifiés à 100% en Coupe du Monde. C'est pas le cas. Je pense que la RDC, qui affrontera notamment, je crois, c'est le vainqueur de Jamaïque, Nouvelle-Calédonie. Faut déjà assurer ça. La Turquie aussi doit valider son billet. Mais s'il revend en Coupe du Monde, c'est vrai que ce serait des surprises assez folles. Mais quoi qu'il arrive, la Turquie a perdu 6-0 contre l'Espagne, mais on a quand même vu de belles choses dans cette campagne de qualification. Le match retour était mieux. T'as ce trio Can Uzun, Yildiz, Gouler, Génération 2005 qui est fabuleux. Ça peut peut-être le prendre. Après, c'est vrai, comme tu le dis, la Turquie outsider un peu hype qui se foire encore une fois. C'est vrai que la Turquie, c'est comme dans un autre registre, l'Angleterre et les Pays-Bas. Dès qu'on se hype pour eux, ils nous déçoivent un petit peu. Donc, on va pas trop s'enflammer, mais juste revoir la Turquie en Coupe du Monde, ça n'a pas été le cas depuis 2002 et la fameuse Coupe du Monde d'Hasan Sass et d'Hakan Soukour, ça pourrait être déjà bien. Et la RDC, je suis hyper content pour eux qu'ils aient pu revenir un peu comme ça dans l'aura du football africain. C'est une des équipes qui a le plus progressé. Le match à venir, je me répète, contre l'Algérie, je l'attends de pied ferme.
Et ouais, ça va être assez fantastique. La RDC doit déjà se qualifier une Coupe du Monde, mais tu sais qu'avec voilà, les binationaux qui choisissent de plus en plus tôt l'équipe, comme Noah Sadiki, c'est une excellente nouvelle, quoi. Merci beaucoup, c'est moi le Batman pour le petit abonnement. Merci beaucoup le roi, très très bonne année également à toi, ça fait grandement plaisir. Amavigno, très très beau pseudo. LDC Real Madrid, Liga Real Madrid. Tu vois déjà, c'est un gros risque hein, que le Real fasse le doublé quand tu vois. Alors, le Real, c'est toujours particulier parce qu'ils ont des individualités de fou. Collectivement, c'est pas encore ça. T'as un coach qui est menacé, mais comme c'est le Real, je les enterre jamais en LDC. Donc, pour moi qui prennent la LDC, pourquoi pas. Même le championnat, ça pourrait être le cas. Mais il y a ce truc autour de Xabi Alonso où ça pourrait être assez. Il pourrait sauter, quoi. Et oui, Coupe de France, il ne peut pas dire Brest parce que Brest fait partie des très rares équipes à avoir échoué en, en 30e de finale de Coupe de France étant les 1. Roison King qui dit le Stade Rennais sera européen conférence et jouera les premiers rôles dans cette compétition. Bon, le Stade Rennais qui est top 6, ça peut même réussir à être en Europa. Hein. Franchement, ils sont très très bien revenus. Je me dis que on peut même envisager plus que de la Pipion League. Après, tu imagines ce Stade Rennais là dans la Pipion League, ils ont des belles chances d'aller au bout. Mais est-ce que la Ligue des Champions, je pense qu'il va leur manquer quelque chose pour accrocher le top 4, mais revoir un Rennes à la hauteur de ses ambitions, des moyens déployés et du potentiel, ça fait déjà plaisir en tant que suiveur de Ligue 1 d'avoir pu laisser ce petit crédit à Big Bay pour qui ça tourne mieux, quoi. Donc très clairement, le Stade Rennais en Europe, je pense qu'ils vont à coup sûr y revenir, quoi. Ouais, après, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Bah voilà, Clément, supporter parisien, fera un back-to-back en LDC. Vitinha loupera le ballon d'or de peu car c'est la France qui gagnera la CDM avec un Kylian à 11 buts sur la Coupe du Monde. Année parfaite pour la France. Kylian Mbappé qui finit à 2 buts du record de Juste Fontaine. C'est vrai qu'on n'a pas encore évoqué ce truc de record de stats. Le truc, c'est que si par exemple Mbappé et la France étaient tombés dans le groupe de la Belgique, tu vois, qui sont avec l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande, là, tu es avec le Sénégal et la Norvège, c'est un peu plus relevé. Après, peut-être qu'en troisième équipe, on aura la Bolivie. Ce sera le deuxième match de groupe. Et là, si Mbappé, tu vois, tu me dis qu'il met un quadruplé contre la Bolivie, qu'il met un but contre le Sénégal, contre la Norvège, et après, tu vois, tu as un 16e où il met un doublé. C'est vrai que petit à petit, ça peut se. Tu vois, tu peux gratter jusqu'à ces 11 buts, mais c'est une Coupe du Monde. Après, l'an dernier, enfin, en 2022, il avait fait très très fort. Donc, il est capable de ce genre de stats. Mais par contre, la prédiction, bon, qu'on n'a pas vu passer parce qu'on a l'impression que c'est presque, comment dire, acquis, c'est forcément un Mbappé qui va devenir le meilleur buteur all-time de la Coupe du Monde, qui va passer devant Miroslav Klose, devant Ronaldo aussi au passage. Voilà, je crois qu'il a 4 buts de l'égaler. C'est vrai que le groupe n'est pas le plus idéal, c'est un peu le groupe de la mort, mais voilà, avec le système des meilleurs troisièmes, t'imagines la France termine meilleur troisième et on se retrouve dans un truc où dès les sixièmes de finale, genre on affronte le Portugal, on affronte un mastodonte. C'est vrai que cette formule des meilleurs troisièmes, je suis pas fan, mais à voir dans l'état Coupe du Monde ce que ça peut donner, je pense que ça va être assez fou. Ouais. Ça peut être vraiment une drôle d'histoire, quoi. Manchester City prend la PL. Marseille fait demi en Coupe de France. Haaland sous les dents en fin de saison. Dortmund flop la saison et finit 4ème. La Juve retrouve la LDC. Bon, je sais que la Juve, c'est pas dingue, mais ils sont en LDC cette saison. Hein. C'est vrai qu'ils font. On va pas dire qu'ils font que passer. Ils font juste voilà, acte de présence. Mais peut-être qu'une Juve un peu plus conquérante en LDC, ça manque. Après, bon, City prend la PL. Là, t'as calé contre Sunderland pendant qu'Arsenal a gagné. Faut voir, c'est vrai que cette lutte pour le titre en PL, on a l'impression que les Gunners ont pris un petit peu d'avance, mais comme t'as City et Villa qui sont revenus, je pense que c'est pas mal pour Arsenal d'être mis sous pression, d'avoir eu quand même ces matchs un peu peut-être clés pour le titre. D'ici quelques mois, la victoire à dernière minute contre Wolverhampton, le dernier de PL par exemple, avec le retour de notre ami Gabriel Jesus, ça peut être intéressant à voir. Après, Marseille fait demi-coupe de France, là, au prochain tour ils affrontent Bayeux. Pour moi, ils ont toujours eu l'effectif pour au moins faire un dernier carré. Des fois, il s'est passé des trucs où ils ont affronté, tu vois, ils sont allés à Rennes, ils ont reçu le LOSC. Des fois, ils se sont fait prendre par des petits comme Annecy à la maison. C'est vrai qu'ils ont eu des scénarios en Coupe de France un peu lunaires, mais dans ce cycle Longoria, il y a besoin quand même de remporter les trophées. Et le premier, le plus accessible pour moi, c'est la Coupe de France. Donc il faut surtout pas la banaliser. À voir avec tes différents retours de blessures, tout ce qui va se passer dans ce sens, quoi. Bon, je pense les amis qu'on a fait à peu près
à peu près le tour de ces différentes prédictions. C'était dense, c'était assez costaud de voir tout ce qui a pu être dit. Donc j'étais ravi de faire ce petit live, premier de 2026, histoire de voir un petit peu tout ce qui se passe dans vos têtes, avec évidemment une pensée pour Marco Reus. Ça m'a fait trop plaisir de voir que quelqu'un pense à Marco Reus. Je pensais pas à ça. Nous, on se retrouve du coup dimanche soir avec le débrief Ligue 1, juste après le PSG-PFC, le premier derby parisien. On a ce soir un beau Toulouse-Lens qui nous attend. Mais voilà, on a aussi les 8e de la CAN, donc c'est reparti pour une nouvelle année foot. Un grand merci à tous ceux qui sont passés durant ce live pour me donner leurs prédictions, pour échanger sur les différents avis qu'on a pu voir passer. Cette vidéo va être mise en rediffusion assez immédiatement sur YouTube, également en podcast, donc dédicace à tous ceux qui regardent sur les différentes plateformes YouTube, Apple Podcast, Deezer et Spotify. Et moi, je vous souhaite une excellente journée les rois, un bon week-end, profitez bien, et je vous dis à dimanche et lundi pour la rentrée sur Hors-Jeu. Salut à tous, bonne soirée.